Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. En ce mois de mars 1811, la nuit est tombée depuis longtemps sur le château de Navarre. Le château de Navarre se trouve à quelques kilomètres d'Évreux. Dans un cabinet, l'impératrice douairière, c'est ainsi qu'on l'appelle maintenant, Joséphine, est encore éveillée. Elle a 47 ans à l'époque. Vous connaissez son regard sensible, vous pouvez vous figurer son visage un peu vieilli, mais toujours gracieux. Soudain, on frappe. Un messager se présente, il est porteur d'une nouvelle importante. L'impératrice Marie-Louise, celle qui lui a succédé auprès de Napoléon, l'impératrice Marie-Louise vient de donner naissance à un petit garçon. À l'annonce de cette naissance, un témoin remarqua une légère contraction sur le visage de l'impératrice, note son biographe Pierre Brandrat. Cette naissance était attendue, bien sûr, et pourtant, elle ravive, à l'évidence, une blessure encore mal cicatrisée. Ça fait un petit peu plus d'1 an que Napoléon a délaissé Joséphine pour s'unir à une femme plus jeune et de sang royal, impériale en l'occurrence, une femme tout simplement mieux susceptible qu'elle de lui donner un héritier. Ça a été une épreuve extraordinaire. Elle aurait tant aimé, elle, être la mère de ce petit roi de Rome. Elle aurait aimé entendre résonner pour lui les 101 coups de canon dans les rues de Paris, mais que voulez-vous, c'est une autre qui a eu ce privilège et Joséphine fait bonne figure. Elle répond « L'empereur ne peut douter de la vive part que je prends à un événement qui le comble de joie. » Elle entend aussi montrer qu'elle appartient, même de loin, à ce monde brillant où elle a tenu, pendant longtemps, une si grande place. Dans son château de Navarre, elle va même organiser une fête somptueuse pour célébrer cette naissance. Le sacrifice de son mariage n'aura pas été vain, se dit-elle, et dans un décor raffiné comme toujours autour d'elle, elle est là qui resplendit, vêtue d'une robe de gala aux reflets argentés, l'on danse et l'on festoie en l'honneur du petit héritier. Quelque temps plus tard, de retour à la Malmaison, qui est sa résidence proche de Paris, Joséphine a la surprise de voir surgir le nouveau père. Oui, l'empereur est venu, discrètement bien entendu, sans avertir la jalouse Marie-Louise. C'est un jour d'avril 1812, le domaine de la Malmaison, avec ses roses rares, avec son étang aux plantes exotiques et baigné de soleil, et l'empereur, dont la silhouette déjà s'est un peu alourdie, flâne auprès de celle qui l'a vu peu à peu gravir tous les échelons. Peut-être lui parle-t-il de ses ambitions à la veille de son départ pour la campagne de Russie. En début d'après-midi, il repart et Joséphine, bien sûr, reste. Elle reste seule. Franck Ferrand sur Radio Classique. À la Malmaison, l'impératrice douairière essaie de tromper son ennui. Sa vie lui semble monotone, vous l'imaginez, en comparaison avec la vie qu'elle pouvait mener dans toutes les années passées, dans le sillage du bouillonnant empereur. Alors, évidemment, il lui arrive encore de recevoir de grandes visites, mais elle a perdu beaucoup de son prestige, elle a perdu beaucoup de son influence. Elle a bien fait quelques tentatives pour retrouver un rôle, même un rôle mineur à la cour, mais en vain. Ce serait inapproprié, semble-t-il, et notamment depuis que Marie-Louise est arrivée en France. Vous comprenez bien, il ne peut pas y avoir de place pour 2 impératrices. À l'été 1812, Joséphine va se concentrer sur des joies toutes familiales. Elle va faire le voyage jusqu'à Milan, rendre visite à sa belle-fille, la femme de son fils Eugène de Beauharnais, qui est parti au front, lui, avec l'empereur. Elle fait la connaissance de ses petits-enfants, et malgré les craintes que commence à lui inspirer l'aventure russe et tout ce qui s'ensuit, elle ne montre aucun signe de faiblesse. Pendant la première phase offensive de la campagne, nous raconte Françoise Wagner, qui est également biographe de Joséphine, elle se maintient. À preuve, elle dirige de loin les travaux qu'elle a commandés à la Malmaison, notamment la réfection de sa chambre à coucher. À Milan, elle s'occupe de futures acquisitions de peinture pour sa galerie. Elle envisage les paiements à compter du printemps 1813. En un mot, elle ne change rien à ses habitudes.
Lorsqu'elle rentre à la Malmaison, c'est néanmoins pour apprendre, et sans doute avec une pointe d'angoisse, qu'un complot contre l'empereur vient d'être déjoué à Paris. C'est ce qu'on appelle la conspiration du général Mallet, une histoire assez rocambolesque. Alors que le froid s'abat sur la Malmaison, alors que les arbres se sont complètement dépouillés, les échos de la campagne de Russie se font de plus en plus inquiétants, il faut bien le dire. Comme l'écrit mademoiselle Avrillon, qui est femme de chambre de Joséphine, je la cite: l'hiver de 1812 à 1813 fut d'une morne tristesse à Paris. L'empereur était en Russie, la fortune, pour la première fois, lui avait été contraire. Chaque courrier apportait de l'armée de longues listes de morts et le deuil régnait dans un grand nombre de familles. Et, malgré tout, Joséphine n'entend pas se laisser abattre. Elle donne le change. Devant son entourage, on la voit qui vaque à ses occupations, l'air de rien, de façon presque habituelle. Elle prend soin de ses plantes, bien entendu, mais aussi de ses collections. Elle profite de la présence des enfants de sa fille Hortense, l'ancienne reine de Hollande, mais au fil des nouvelles entrecoupées de silences insoutenables, de plus en plus longs, de plus en plus épais, c'est une atmosphère lourde qui s'installe dans l'entourage de Joséphine. Un doute point. Et si, se demande-t-elle, et si finalement tout l'édifice impérial, incroyable défi lancé au monde, bâti en à peine quelques années, et si cet édifice venait à s'effondrer? Que deviendrait-elle, elle, Joséphine, si l'aigle venait à chuter? Dès l'automne 1813, la bataille des nations augure du pire. Les vents contraires qui se sont mis à souffler sur l'Empire ne vont pas s'arrêter maintenant. La chute de Napoléon est de plus en plus certaine, sa grande armée est décimée, il y a pas mal d'alliés qui sont en train de se retourner contre lui. Bref, c'est un retour de fortune. Alors, Joséphine prend sa plume pour soutenir celui qui a été non seulement son mari, mais le grand homme de sa vie, bien sûr. « Vos peines sont les miennes », écrit-elle. « Elles iront toujours à mon cœur. » Les choses vont de plus en plus mal. Les troupes napoléoniennes doivent bientôt batailler sur leur propre sol, alors que les Alliés avancent de manière inexorable. C'est une coalition très puissante, bien sûr. Le courage de Napoléon et de ses armées est très grand, mais il ne va sans doute pas suffire et les coalisés seront bientôt à Paris. Aux Tuileries, l'angoisse monte. Marie-Louise et son fils ont pris la fuite. Quant à Joséphine, qui pour l'instant était toujours à la Malmaison, mais la Malmaison c'est très près de la capitale, elle ne dispose que de 16 gardes, qui d'ailleurs sont assez mal en point, il faut bien le dire. Pour la protéger, vous avouerez qu'on a connu mieux. Elle va devoir fuir vite, il lui faut boucler ses malles, elle glisse les joyaux, les diamants dans la doublure de son jupon, et puis au petit matin du 29 mars 1814, la voilà en voiture, direction la Normandie, direction le château de Navarre, où elle arrive complètement bouleversée, dans des heures qui, pour l'Empire, sont des heures cruciales, bien entendu. Et elle est là, isolée en pleine campagne, sans nouvelles. Sa femme de chambre écrira, toujours elle: « L'impératrice était dans des transes mortelles sur le sort de l'empereur et sur celui de ses enfants. Sa majesté ne se coucha que très tard et ne put fermer l'œil de la nuit. » Joséphine est aussi inquiète de son propre sort, disons-le, parce qu'elle sait très bien que sans l'appui de Napoléon et sans la rente extrêmement confortable d'impératrice douairière qu'on s'est mis à lui verser, elle va avoir le plus grand mal à survivre. Elle qui, pendant toutes ces années, a dépensé sans jamais compter, risque de se retrouver dans une situation difficile. Et dans sa vaste demeure, dans ce château de Navarre, elle a tout de même le réconfort de voir paraître sa fille, la reine Hortense. Les deux femmes sont très proches, elles peuvent, si vous me passez l'expression, se serrer les coudes en attendant de savoir comment les choses vont tourner. Et il y a des nouvelles qui arrivent constamment. Hortense racontera dans ses propres mémoires: « Au milieu de la nuit, elle entra dans ma chambre, se jeta tout en larmes sur mon lit et s'écria: « Ah, ma fille, ce pauvre Napoléon qu'on envoie à l'île d'Elbe, le voilà donc malheureux. Sans sa femme, j'irai m'enfermer avec lui. » Et oui, je vis à quel point elle l'aimait encore, et je pensais avec amertume au courage qu'il lui avait fallu pour s'en séparer, écrit la reine Hortense. Napoléon a abdiqué, en effet, le 6 avril. C'est maintenant un Bourbon, c'est le petit frère de Louis XVI, c'est Louis XVIII qui est appelé à reprendre le trône de France. Et dans cette
tempête, l'empereur déchu n'oublie pas sa première épouse. Alors qu'il discute son avenir avec les alliés, il donne des instructions à un de ses proches. Et quel proche? À Caulaincourt, qui est vraiment son bras droit, pour les négociations. Il me parla de nouveau de l'impératrice et de son fils, du vice-roi et de l'impératrice Joséphine, notera-t-il, dont il me recommanda de ne pas oublier les intérêts. Joséphine, de son côté, doit préparer la suite. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, elle s'adresse directement au gouvernement provisoire pour défendre sa cause. Quant à Hortense, elle envoie sa lectrice à Paris pour s'assurer des intentions des Alliés. Et le tsar Alexandre Ier de Russie, un des nouveaux maîtres du jeu, le grand homme de l'occupation alliée à Paris, semble, disons-le, bienveillant vis-à-vis des Beauharnais. Joséphine, sans trop de crainte, peut se rapprocher de Paris. Elle arrive à la Malmaison. Son sort se scelle avec le traité de Fontainebleau qui lui accorde un revenu d'1 million de francs. C'est tout de même une perte importante par rapport à ce qu'on lui accordait jusqu'alors, mais vous avouerez que ça reste confortable. Et malgré la fragilité de sa position, elle refuse de faire sa cour aux Bourbons, comme beaucoup le font et comme elle pourrait le faire elle-même. Je cite encore Pierre Brandat. Elle semblait bien décidée à ne pas se rallier, aussi bien en public qu'en privé, au nouveau régime. Jamais elle ne ferait allégeance. Hortense prétendit qu'elle refusa énergiquement de signer une lettre en faveur des Bourbons. Et mademoiselle Avrillon raconte plus tard avoir vu Joséphine tancer vertement son intendant revenu de Paris avec une cocarde blanche, la cocarde blanche étant l'insigne des royalistes, des gens qui approuvent le nouveau régime. C'est dans cette atmosphère pour elle crépusculaire que Joséphine va voir briller une dernière petite lueur, puisque elle va retrouver à la Malmaison la petite musique mondaine qu'elle affectionnait tant. Elle reçoit en effet un jour une visite très inattendue. C'est Hortense qui raconte. À 1h, j'entrais à la Malmaison, étonné de voir la cour remplie de cosaques et tout le monde en mouvement. J'en demandais la raison. On me dit que ma mère se promenait dans le jardin avec l'empereur de Russie. J'allais les rejoindre et je les rencontrai près de la serre. Ma mère, heureuse et surprise de mon arrivée, m'embrassa avec tendresse et dit à l'empereur « Voilà ma fille et mes petits-fils, je vous les recommande ». Le tsar, qui se montre décidément sensible au sort des Beauharnais, c'est le moins qu'on puisse dire, fait donc une visite de courtoisie à celle qui est l'ancienne impératrice. Et même, on pourrait dire, l'ancienne impératrice douairière. Sans tarder, ils trouvent leur compagnie plus divertissante que celle des Bourbons, beaucoup trop guindée et trop vieille France à son goût. On le voit de plus en plus souvent à la Malmaison, autant dire que cette amitié naissante agace le nouveau roi Louis XVIII et ça fait plaisir à Joséphine, ça, que voulez-vous. Quant à Napoléon, qui est sur le point de s'exiler, est-ce qu'il a été touché par la proximité manifestée par le chef des Alliés à celle qui fut son épouse? Pour Pierre Brandat, rien ne permet de le dire. Une chose est sûre, il prend le temps de lui écrire quelques mots avant son départ pour l'île d'Elbe. Je cite l'empereur « Adieu, ma chère Joséphine, résignez-vous ainsi que moi et ne perdez jamais le souvenir de celui qui ne vous a jamais oublié et ne vous oubliera jamais. » Cette nouvelle séparation à distance cette fois est toujours douloureuse pour Joséphine, mais elle semble malgré tout reprendre un peu d'entrain. Elle se dit qu'après tout, une nouvelle vie est peut-être possible pour elle, une nouvelle vie après la cour et la couronne. Et avec le printemps, voici que renaît la Malmaison et les jardins refleurissent et les allées s'emplissent de jeunes élégants. D'importantes personnalités comme le roi de Prusse vont se presser à la suite du tsar Alexandre pour profiter de la douceur de vivre qui règne à la Malmaison et pour profiter de cette maîtresse de maison hors du commun, il faut bien le dire. Joséphine savoure ce retour de popularité. Elle est finalement assez apaisée quant à son avenir. Le tsar a beaucoup œuvré pour qu'elle conserve un certain rang en France. Les soirées à la Malmaison sont animées, on joue de la musique, on danse, on parle peinture. Le tsar est également invité chez Hortense, à Saint-Leu, près de la forêt de Montmorency, et les Bourbons, aux Tuileries, enragent. Alexandre aime visiblement mieux batifoler avec les Beauharnais que d'assister avec eux à la messe à la mémoire de Louis XVI et de Marie-Antoinette.
Qu'importe, Joséphine et Hortense entraînent le souverain russe pour une excursion bucolique et Joséphine, pour l'occasion, va enfiler une de ses robes aériennes, dont sa garde-robe conserve quelques exemplaires extraordinaires. C'est, raconte Françoise Wagner, l'habituelle promenade dans le grand char-à-banc d'Hortense, un rustique moyen de locomotion qu'elle se plaît à utiliser. Joséphine a pris froid, mais elle n'en dit rien. Se dominant, en femme bien élevée, elle paraît au salon avant le dîner sans pouvoir y demeurer. Nul ne se rend compte que l'impératrice a fait une grande imprudence. Son état général apparemment florissant ces 2 dernières années cache en vérité un terrain fragile que les récentes fatigues, les insomnies et les anxiétés à répétition rendent sans doute encore plus vulnérables au mal. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et dans les jours qui suivent, la santé de Joséphine se dégrade, elle a mal à la gorge, sa respiration se fait plus difficile, sa température monte et pourtant elle refuse de se laisser aller. Elle s'entête à honorer les invitations qui lui parviennent et d'autant plus qu'en cette fin de mois de mai, elle a convié le tsar Alexandre avec le roi de Prusse. Comme le note Pierre Brandat, elle ne voulait rien entendre. Il n'était pas question de rester au lit. Depuis 1 mois, elle avait l'avantage et elle entendait bien le conserver. Que dirait-on à Paris si elle faiblissait ? Elle voulait continuer à recevoir, continuer à se montrer, à éblouir, quitte à y laisser ses dernières forces. Et bientôt, ce sont effectivement les dernières forces qui sont mobilisées. Elle ne peut plus faire semblant. Ses quintes de toux deviennent terribles. Elle gêne tout le monde. Elle est fiévreuse, Joséphine, et elle va sombrer dans un état de très grande faiblesse. Le 29 mai 1814, elle rend son dernier souffle dans les bras de son fils Eugène, emporté quelques jours seulement avant ses 51 ans, emporté par une pneumonie. Hortense raconte dans ses mémoires que peu avant de s'éteindre, une femme de chambre l'avait entendu murmurer « Bonaparte, l'île d'Elbe, le roi de Rome ». Joséphine n'aura donc pas survécu à l'empire de l'homme dont, dit-on, elle avait été la bonne étoile, puisque tant qu'elle avait été à ses côtés, son ascension s'était poursuivie. Quand il sera averti sur l'île d'Elbe de la mort de sa première épouse, Napoléon en sera complètement bouleversé. 7 ans plus tard, sur son lit de mort, dans son exil de Sainte-Hélène, un proche croira entendre l'empereur déchu murmurer « France armée, tête de l'armée, Joséphine ». Oui, vous m'avez bien compris, le dernier mot de Napoléon en ce monde fut pour Joséphine. Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. C'est le jour de l'été 1815. Au petit matin du 21 juin 1815, dans les rues de Paris, le rose orangé de l'aube est en train de céder la place à un ciel assez voilé. L'air est encore un petit peu frais et voilà une diligence qui file en direction de l'ouest de la capitale. Le bruit de la voiture se mêle au claquement des sabots des chevaux, voiture un peu brinque-ballante qui longe les larges places, les avenues bordées d'hôtels particuliers. Enfin, le cocher tire sur les rênes et s'arrête devant la grille de l'Élysée. Dans la cour, un homme descend de voiture. Sa silhouette, vous la connaissez forcément, silhouette désormais replète, mais qui ne manque pas toujours d'une grande prestance. C'est bien sûr l'empereur Napoléon, et il rentre de Waterloo. Waterloo a eu lieu 3 jours plus tôt, le 18 juin 1815. Napoléon a une mine terrible, le teint jaunâtre, le corps douloureux. Ça fait 2 jours qu'il voyage à travers tout le nord de la France. Il fuit les souvenirs épouvantables d'un champ de bataille gorgé de l'eau des pluies diluviennes, du sang de ses hommes également. Après la défaite, un de ses officiers a raconté avoir vu pleurer Napoléon auprès d'un feu. Il gravit les marches du perron de l'Élysée. Alors on est du côté du jardin. Sur ce perron se tient Caulaincourt, son ministre des Affaires étrangères, et l'empereur lui dit « L'armée a fait des prodiges, une terreur panique l'a saisie, tout a été perdu. Il me faut 2 heures de repos pour être à mes affaires, j'étouffe là. » Il veut un bain brûlant. Il s'immerge dans sa baignoire fumante, il fait rentrer son trésorier, puis son ministre de la guerre. Il s'agit bien sûr de trouver une sortie. Il faut arriver à se remettre sur pied après un tel séisme, et avec le soutien des députés, il se dit qu'il pourrait peut-être encore sauver ce qu'il reste de son trône.
Napoléon réunit ses ministres, il a été revigoré par son bain. Il propose une dictature temporaire. Seulement il est tard, trop tard. Un vent de rébellion qui est alimenté par Fouché, par Lafayette aussi, qui est toujours là dans les bons coups. Ce vent mauvais, si je puis dire, souffle sur les chambres. Lucien le presse de reprendre la main, par la force s'il le faut. Et l'empereur lui répond à ce moment-là: en Brumaire, nous avons pu tirer l'épée pour le bien de la France. Pour le bien de la France, nous devons aujourd'hui jeter cette épée loin de nous. Il n'y aura donc pas de deuxième coup d'État. Lucien en est pour ses frais et au lendemain de son retour, Napoléon se dit qu'il n'a plus qu'à abdiquer ou à se laisser déchoir. Dans le salon d'argent de l'Élysée, ce salon magnifique qui est, on dit d'argent, en fait il est doré à l'or blanc, avec des teintes lilas. Napoléon se résigne. « Je m'offre, dit-il, en sacrifice à la haine des ennemis de la France. » C'est à Lucien qu'il dicte le texte. « Ma vie politique est terminée. » Je redis cette phrase incroyable. « Ma vie politique est terminée. Je proclame mon fils sous le nom de Napoléon II, empereur des Français. » Évidemment, tout cela ne sera pas respecté. L'empereur déchu est maintenant pressé de quitter Paris. Il faut partir au plus vite. Il a 46 ans, Napoléon, et il s'accroche à un nouveau rêve. Un rêve qui est à la mesure ou à la démesure de son imagination. Franck Ferrand sur Radio Classique. Eh oui, après avoir conquis l'Europe, Napoléon maintenant pense à s'installer en Amérique. Il pourrait même installer là-bas tout le clan des Bonaparte. Il pourrait refaire sa vie. Ça lui laisserait peut-être un peu de temps pour lire, pour explorer de vastes et mystérieuses contrées qui toujours ont enflammé son imagination. Bref, il orchestre ce qui doit être un nouveau départ. Dans Napoléon à Sainte-Hélène, Charles-Éloi Vial nous dit: tandis que Napoléon s'occupait de ses finances, ses proches, persuadés de bientôt partir pour New York ou Philadelphie, se chargèrent des bagages. Le 25 juin, le premier valet de chambre marchand vida les placards de l'Élysée, emportant des petits tableaux et bibelots, 2 lits pliants du mobilier de campagne, ainsi que l'athénienne en argent dont Napoléon se servait pour se rafraîchir le matin. Il prit aussi les vêtements neufs livrés au début des 100 jours. Et oui, quand Napoléon avait repris le pouvoir au retour de l'île d'Elbe, il s'était fait refaire une garde-robe. Les malles chargées, la petite cour s'ébranle maintenant vers la Malmaison, la célèbre demeure de Joséphine, disparue un an plus tôt. On est à une douzaine de kilomètres de l'Élysée, là. Napoléon espère recevoir les documents nécessaires à son départ pour le Nouveau Monde. Il va se refaire une vie en Amérique. Dans la lumière de l'après-midi, les contours du château de Malmaison, de ce parc magnifique qu'avait voulu Joséphine, foisonnant de plantes exotiques comme elle les aimait et de roses rares, tous ces contours se dessinent dans le soir rougeoyant. Napoléon va faire là ses adieux à Marie Walewska, sa célèbre maîtresse, mais en apercevant l'hibiscus ou le magnolia pourpre, c'est Joséphine, ou plutôt c'est l'absence de Joséphine, qui lui serre le cœur. Il apprend à ce moment-là que les Prussiens sont en train de se rapprocher, ils sont en train de progresser dangereusement dans le territoire même de la France. Napoléon se reprend, il enfile un uniforme, brandit des cartes, imagine une riposte imparable, il envoie le général Becker chargé de le surveiller à Paris, offrir au gouvernement provisoire de mener cette ultime bataille qu'il pourrait lui-même diriger. Et évidemment, le gouvernement ne veut pas, c'est non. D'ailleurs, il est sommé de se dépêcher de rejoindre Rochefort, où 2 frégates ont été mises à sa disposition. C'est une désillusion de plus. Laissons André Castelot nous décrire la scène. Il enlève son uniforme, dépose son épais, revêt un frac de couleur brune et un chapeau rond à la main, se dirige vers la chambre de Joséphine. Il désire y être seul. Dans la chambre en rotonde, devant le lit où veillent 2 cygnes aux ailes reployées, il rêve. Elle était, dit-il, pleine de grâce pour se mettre au lit. C'est ce qu'il confiera plus tard à Gourgaud. C'est la femme que j'ai le plus aimée. Ses yeux sont gonflés de larmes quand il sort de la pièce, nous dit André Castelot. Sa mère, Laetitia, attend dans la bibliothèque. Elle aussi est en larmes. Napoléon, la gorge nouée, lui prend les mains. Il embrasse sa mère. C'est la dernière fois. Et puis, il rejoint la voiture. On imagine sa peine, bien sûr, mais aussi peut-être sa curiosité, son excitation à l'idée de cette nouvelle vie. Pourquoi pas son enthousiasme renaissant.
Alors Napoléon voyage en civil sous une fausse identité pour plus de discrétion et peut-être aussi pour plus de sécurité. Avec lui, dans la voiture, il y a entre autres le général Becker et le grand maréchal Bertrand qui est là et qui sera là longtemps, toujours, jusqu'au bout. Les hommes sont sur le qui-vive. Les Prussiens, en effet, ne sont pas loin et vers 22h, la voiture pénètre dans la forêt de Rambouillet. Forêt déjà plongée dans l'obscurité. La petite troupe passe la porte du célèbre château de Rambouillet avec sa tour massive. Et après une nuit de sommeil, eh bien, c'est la course vers le sud-ouest, la course vers l'Atlantique qui reprend, semée de péripéties. Et c'est de nouveau André Castelot qui nous le raconte. À Vendôme, dit-il, la maîtresse de poste se présente à la portière. « Vous venez de Paris, est-il vrai qu'il est arrivé un malheur à l'empereur ?» Mais soudain, elle change de couleur. Elle a reconnu Napoléon sous son déguisement. Les larmes lui viennent aux yeux et c'est en sanglotant et sans ajouter un mot qu'elle regagne la maison. Désormais, pendant les relais, l'empereur se renfonçant dans le fond de la voiture, la main écrasant sa joue, fera semblant d'être assoupi profondément. C'est le meilleur moyen de ne pas être trop dérangé, de ne pas se laisser aller à des sentiments excessifs. Reste pas mal de temps à courir comme ça en direction de l'océan sous une chaleur écrasante. Napoléon a revêtu une veste bleue, il prise du tabac. On dit que de temps en temps, il grignote quelques cerises qu'on a achetées en chemin. À Niort, il est à nouveau reconnu. Et alors là, on l'accueille en héros. Tout un équipage d'officiers et de domestiques le rejoint dans sa fuite. Les voitures transportent maintenant un incroyable chargement parce que on emporte tout ce qu'il a fallu emporter, de la vaisselle avec toute l'argenterie, des cartes, bien sûr, des livres, et puis des fusils et des sabres et des selles et que sais-je encore. Des miniatures aussi de Joséphine, de sa mère, Laetitia. Bientôt parvient à cette petite cour en mouvement une nouvelle, on va dire de mauvais augure, puisque les Anglais, avec un grand vaisseau de ligne, le Bellérophon, sont en train de s'installer sur l'Atlantique et surveillent de près, dit-on, la rade de Rochefort. Il va être impossible aux 2 frégates qui ont été mises à la disposition de l'empereur déchu par le gouvernement provisoire, il va être impossible à ces 2 frégates de mettre les voiles. Les frégates en question, elles s'appellent la Salle et la Méduse. La Méduse, et oui, c'est bien celle-là, c'est celle qui fera naufrage quelque temps plus tard et dont le célèbre radeau continuera de nous donner des frissons. Le rêve américain s'émousse, arrivé à Rochefort, l'ancien souverain semble perdu dans ses pensées, est accueilli par le préfet maritime. Est-ce qu'il peut encore espérer recevoir les autorisations de passage des Anglais? Est-ce qu'il doit forcer le blocus? Un certain nombre de ceux qui sont là autour de lui sont prêts à reprendre les armes, mais d'autres lui disent qu'il serait plus sage d'essayer de passer en Amérique de manière clandestine. Le commandant d'un voilier offre, parmi d'autres, la possibilité d'embarquer l'empereur. On pourrait le dissimuler au fond d'un tonneau, dit-il. C'est pas très digne comme fuite possible. Depuis Paris, Fouché écrit qu'il faut maintenant se hâter de monter à bord de la Salle. Napoléon n'a pas l'autorisation de prendre le large. C'est aussi, on va dire, d'une certaine manière, pour Fouché, le moyen de neutraliser Napoléon en attendant que l'on décide vraiment de son sort. La situation devient d'autant plus pressante que le roi Louis XVIII, le frère de Louis XVI, qui déjà était remonté sur le trône une première fois en 1814 et qui arrive de Gand, comme on dit dans les fourgons de l'étranger, que Louis XVIII est de retour à Paris. Ça veut dire que la police de Louis XVIII va bientôt faire son office et que Napoléon n'a plus le choix. Là, il faut vraiment se décider. Et Napoléon se dit qu'il va embarquer. Des vivres ont été chargés sur les frégates, 6 barils de bœuf en daube, c'est André Castelot qui nous donne ce genre de petits détails, 24 jambons, 75 dizaines d'œufs et jusqu'à 100 bouteilles de cognac. Le souverain déchu, vêtu de vert, il a toujours cette espèce de chapeau rond qui le fait ressembler plus ou moins à un bourgeois. Le souverain déchu est accueilli à son arrivée à bord par des démonstrations de joie et dès le lendemain, il va poser le pied sur l'île d'Aix, c'est tout près du mouillage de la Salle. Il arrive à Aix, il visite les fortifications dont il avait donné l'ordre quelques années plus tôt. Il y a des promeneurs qui sont là et qui l'interpellent, à l'armée de la Loire. De retour à bord, il reçoit un message du terrible Fouché qui lui donne l'ordre de ne plus débarquer sur le territoire et lui suggère maintenant d'en finir et de se rendre aux Anglais. Napoléon commence à étudier cette issue après tout. Après tout, pourquoi pas? Ce serait peut-être la manière la plus noble de s'en sortir, une façon de gérer les choses à la Thémistocle qui s'était livré aux grands ennemis d'Athènes, aux Perses, au moment où il se sentait trahi par sa propre ville.
Napoléon envoie ses fidèles Lascaz et Savary à bord du Bellérophon pour engager le dialogue avec l'Anglais. Ils font la connaissance, ces deux émissaires, du capitaine Maitland, qui est un homme à la silhouette un peu efflanquée. Maitland sait bien que son gouvernement n'a aucune intention de laisser Napoléon voguer vers l'Amérique et il fait mine d'être mal informé. Néanmoins, il en sait beaucoup plus qu'il ne veut bien en dire. Il se montre rassurant, Maitland. Il laisse entendre que l'empereur déchu pourrait vivre heureux en Angleterre. En réalité, il joue finement. Il a été prié d'intercepter Napoléon dès que possible. Pendant quelques petites journées, Napoléon va s'installer à terre malgré Fouché. Il s'installe dans l'île d'Aix, au sein de la maison du commandant de la place dont il avait ordonné la construction quelques années plus tôt. Il se trouve que j'ai eu, il y a quelques semaines, l'occasion de retourner dans cette maison, de m'y attarder un peu. C'est une maison qui est devenue un musée. J'ai pu admirer l'extrême simplicité, notamment de la chambre qui est au milieu du premier étage, sur le jardin, et qui est d'une totale simplicité. Chambre qui est restée exactement telle que Napoléon l'avait laissée. Il est songeur, l'empereur, aux étendues sauvages du Nouveau Monde. Est-ce qu'il ne préférerait pas la quiétude de la campagne anglaise ? Il écoute, d'une oreille de moins en moins attentive, il faut bien le dire, ceux qui déploient des plans pour lui faire traverser l'Atlantique. Le capitaine de la Méduse offre d'attaquer le Bellérophon pendant que la Salle prendrait le large, avec l'empereur à son bord, bien sûr. Joseph, le frère Joseph, l'ancien roi d'Espagne, qui a préparé le départ de son frère vers l'Amérique, propose à Napoléon de jouer sur leur ressemblance pour essayer de faire un sosie, pour attirer l'attention pendant que lui pourrait se sauver. Des aspirants suggèrent de faire évader l'empereur à bord de leur chasse-marée, pourquoi pas. Mais dans la solitude de l'île d'Aix, Napoléon a pris sa décision, et je cite Charles-Éloi Vial. Charles-Éloi Vial qui nous accompagnera d'ailleurs à Sainte-Hélène l'année prochaine pour la croisière du bicentenaire de la mort de l'empereur. Le 14 juillet, après mûre réflexion, Napoléon décida de se rendre aux Anglais. Au fond de lui-même, il était soulagé. Ses tirades sur la beauté des grands paysages américains relevaient de la fanfaronnerie. À défaut d'un empire à gouverner, il rêvait de vivre en monarque retraité dans un beau château anglais couvert de gloire, aux frais de son ennemi magnanime. C'est comme ça que Napoléon imagine sa retraite. Le 15 juillet, c'est le grand jour. Aux aurores, il s'habille de son uniforme vert de la garde impériale, il met son chapeau bicorne, ah là cette fois on le reconnaît bien, et le voilà, qui s'embarque à bord d'un voilier. Le voilier met le cap sur le Bellérophon. Napoléon se présente à ses ennemis plein d'espoir. Il lance au capitaine Maitland « Je viens me mettre sous la protection de votre prince et de vos lois. Le sort des armes m'amène chez mon plus cruel ennemi, mais je compte sur sa loyauté. » Ça a l'air très beau comme ça, mais la vérité, c'est que l'aigle vient de se jeter dans la gueule du loup. Alors Napoléon est donc accueilli sur le Bellérophon par le capitaine Maitland qui lui offre l'hospitalité. Il s'installe dans une belle cabine. Il n'est pas venu seul, il est accompagné d'un certain nombre d'officiers et de toute une escouade de domestiques, plusieurs dizaines de domestiques pour tout vous dire. Évidemment que Napoléon va faire bonne figure, il se montre aimable, il voudrait, dit-il, s'acclimater aux coutumes anglaises. Après tout, il ne lui reste plus qu'à attendre des nouvelles du gouvernement anglais. Ça va durer quand même un certain temps, cette affaire. Une semaine en mer. Le Bellérophon atteint finalement la rade de Torbay, dans le sud de l'Angleterre. La croisière ne passe pas inaperçue. Depuis le matin jusqu'à la nuit, plus d'1 millier de barques tournaient autour du Bellérophon, dont les matelots adoptèrent une façon assez pittoresque de signaler aux curieux les mouvements de Napoléon, nous dit Maitland lui-même. Sur un tableau qu'ils exposaient au regard, ils écrivaient à la craie une brève indication de ce qu'il faisait. Il va dîner, il vient sur le pont. Et les gens, les milliers de spectateurs, si je puis dire, qui sont arrivés sur toutes ces petites embarcations de fortune, ne viennent pas du tout insulter l'empereur. Non, ils veulent simplement voir l'homme le plus célèbre de son temps, bien sûr. Très vite, l'atmosphère devient pesante pour Napoléon. D'abord, le Bellérophon reprend sa route vers Plymouth. Il est maintenant surveillé par 2 frégates. Ça commence à sentir le roussi, tout ça. Et puis, il y a des rumeurs. On parle d'exiler Napoléon dans une contrée lointaine. Et la tension monte dans la petite cour qui l'environne. Dans les hautes sphères, les Anglais débattent.
Que peut-on faire de ce diable d'homme pour le neutraliser? Le doigt du vainqueur va finir par se poser sur cette petite île complètement perdue dans l'extrême fin fond de l'Atlantique Sud, c'est ce rocher de Sainte-Hélène. Et le 31 juillet, on vient annoncer la nouvelle à Napoléon, qui tombe de haut. Il est scandalisé. Et là, il pique une de ses célèbres colères. Il écrira d'ailleurs: je proteste solennellement ici, à la face du ciel et des hommes, contre la violation de mes droits les plus sacrés. J'en appelle à l'histoire, elle dira qu'un ennemi qui fit 20 ans la guerre au peuple anglais vint librement, dans son infortune, chercher un asile sous ses lois. On feignit de tendre une main hospitalière à cet ennemi, et quand il se fut livré de bonne foi, on l'immola. Franck Ferrand sur Radio Classique. Napoléon va tenter de bénéficier de la loi anglaise, de l'habeas corpus notamment, qui lui permettrait d'être immédiatement, à partir du moment où il est arrêté, présenté devant un juge. Mais ça ne fonctionne pas dans le cas présent. Il y a toute une histoire d'ailleurs qu'il faudrait raconter dans le détail. On va monter tout un scénario pour essayer de faire en sorte que Napoléon vienne témoigner dans un procès, ce qui rendrait nécessaire sa présence à la barre et qui donc nécessiterait qu'il descende à terre en Angleterre. Mais ça ne va pas marcher, tout ça. On ne sait plus quoi faire autour de lui. Le Bellérophon va finir par reprendre la mer et voguer vers le Northumberland, qui est un navire beaucoup mieux adapté aux très longues traversées. Vous comprenez ce que je veux dire. Napoléon part pour l'Atlantique Sud et pour occuper ses journées en mer, il commence à dicter à Lascaz ses fameux mémoires. Il évoque sa jeunesse, et puis l'Italie, et puis l'Égypte. Il semble puiser dans ses récits une énergie nouvelle. C'est Charles-Éloi Vial qui nous dit « Le ton était donné, l'exil de Sainte-Hélène allait devenir une bataille de la mémoire contre l'oubli et les mensonges de ses ennemis. En aurait-il été de même s'il avait choisi d'embarquer pour l'Amérique, si, comme Joseph, il avait vécu en mondain, en amateur d'art, dans une villa du New Jersey? La légende en aurait sans doute été moins forte, moins grande. Napoléon le savait, vous savez, au fond de lui. Le triste plateau de Longwood, balayé par les tempêtes de l'Atlantique Sud, serait son calvaire, mais aussi peut-être, comme l'a écrit Jean Tullard dans son dictionnaire amoureux, sa plus belle victoire. Après tout, si Jésus n'était pas mort sur la croix, disait-il, il ne serait pas Dieu. J'ai entre les mains tout un paquet de lettres. Ce sont des lettres que se sont adressées deux perdreaux de l'année, si je puis dire, deux jeunes gens qui, à l'époque, en étaient à leurs premières amours. Vous savez, ce sont ces amours qui vous marquent au fer rouge. D'un côté, le jeune général Bonaparte. En face de lui, la belle, la divine Désirée Clary. Alors, comment Désirée Clary s'était-elle retrouvée en présence, si je puis dire, des Bonaparte? Eh bien, la rencontre avait eu lieu dans des circonstances particulièrement terribles, il faut bien le dire. On était en septembre 1793, donc dans les débuts de la terreur. Dans la nuit du 18 au 19 septembre, Désirée est venue avec sa belle-sœur pour demander la grâce de son frère. Elle est là, chez le représentant du peuple, à Marseille. La nuit s'est avancée, elle s'est plus ou moins assoupie sur un banc, quand un jeune commissaire qui passe lui dit « Mais citoyenne, comment peux-tu te trouver à pareille heure, en pareil endroit ?» J'aime bien cette langue extrêmement particulière, très antique et assez moderne, d'une certaine manière, de la Révolution. Alors elle explique qu'elle a accompagné sa belle-sœur, que sa belle-sœur doit être quelque part dans les étages, elle ne sait pas, etc. Une petite demoiselle ainsi ne peut pas, lui dit le jeune commissaire, la nuit venue, s'en aller seule par les rues, je vais donc te reconduire jusque chez toi. Et les voilà partis, ce citoyen et cette citoyenne, jusqu'à la maison des Clary, jusqu'à la maison de François Clary. Ma mère, dit Désirée, lorsqu'ils sont arrivés vraiment sur le pas de la porte, ma mère, allez, c'est une jeune fille bien élevée, bien sûr, ma mère voudra certainement vous remercier elle-même du soin que vous avez pris pour moi. Elle a encore les vieilles façons de parler d'avant la Révolution, bien sûr. Alors, un de ces jours, tu me présenteras à ta famille, dit-il, avec plaisir, mais je voudrais pouvoir, en attendant, dire aux miens le nom de celui qui m'a protégé ce soir. Eh bien, le nom, le voici,
Joseph Bonaparte. Eh oui, c'est le grand frère de Napoléon qui a ainsi rencontré Désirée, qui va se mettre, si j'ose cet affreux jeu de mots, qui va se mettre à la désirer, qui va la courtiser incontestablement, qui va lui présenter son jeune frère Napoléon, qu'on appelle Napoléon. À l'époque, on ne l'appelle pas encore tout à fait Napoléon. Drôle de prénom, drôle de personnage aussi, drôle de physique. Dans un premier temps, Désirée et sa sœur, parce que Julie est là également, sont un peu amusés par la figure un peu étrange de ce jeune, tout jeune général de brigade, ce jeune Napoléon Bonaparte. Et puis petit à petit, eh bien, leur cœur est en train de flancher. Alors dans un premier temps, ce qui était prévu, c'est que Julie épouse Napoléon et que Désirée épouse Joseph. C'est comme ça qu'ils avaient vu les choses. Sauf que Napoléon, qui lui voit toujours un peu plus loin, je l'appelle Napoléon, déjà, on ne va pas faire de distinction. Napoléon, qui lui voit toujours un petit peu plus loin que les autres, dit, écoute, il parle à son frère Joseph, tu es d'un naturel assez docile et Désirée est une femme extrêmement bonne, extrêmement douce. Alors que Julie sait exactement ce qu'elle veut et où elle va, et moi aussi j'ai un fort tempérament. Il vaudrait beaucoup mieux que nous échangions nos compagnes, dit-il. Eh bien, aussi incroyable que ça paraisse, Joseph va se laisser convaincre par son frère et c'est ainsi que le 1er août 1794, il épouse donc la fameuse Julie Clary. Donc Joseph maintenant est devenu le beau-frère de Désirée. Alors, est-ce que Napoléon va continuer à faire la cour à Désirée? Oh, mais oui, plus que jamais. Pour tout vous dire, il a quelques difficultés, Napoléon. D'abord, dans la belle famille, on commence à en avoir assez. J'ai déjà marié une de mes filles à un Bonaparte, dit la maman Clary, je n'ai pas envie qu'il y en ait 2 dans la famille. Si elle pouvait deviner ce que vont devenir les fameux Bonaparte. Et puis, surtout, c'est Thermidor qui arrive. C'est la chute de Robespierre et avec elle, la chute d'un certain nombre de ceux qui l'avaient protégé, à commencer par ce général Bonaparte qui va aller faire un petit tour en prison, quelques jours seulement, mais évidemment, ça ne plaide pas en sa faveur. Lorsqu'il est libéré, il descend à Antibes, si j'ose cette expression, et puis il part pour Gênes, tandis que la jeune fille rentre chez elle, rentre chez sa mère, à Marseille. C'est un moment assez terrible et c'est là que, pour essayer de compenser cette rupture, car maintenant ils sont très amoureux l'un de l'autre, c'est là que Napoléon va écrire une première lettre à Désirée. Ces lettres entre les 2 amoureux, elles ont été publiées il y a maintenant plus d'un demi-siècle par Giraud Delin, et elles nous fascinent ces lettres parce qu'elles contiennent encore tout pur, encore tout neuf et intact les prémices de ce qui va être un grand amour. Est-ce que ce grand amour ira jusqu'à son terme? Eh bien, je vais vous lire pour cela quelques lettres et vous verrez, vous ferez vous-même votre jugement. Napoléon Bonaparte et Désirée Clary se sont retrouvés à Antibes. Ça a été une belle rencontre. Là, vraiment, est né entre eux un feu de passion. Sauf que l'une a dû rentrer chez elle, à Marseille, tandis que l'autre prenait le bateau pour Gênes. Et depuis Gênes, Napoléon écrit à celle qu'il considère, lui, à l'époque, avec tout l'aveuglement que peut avoir un jeune amour, il la considère comme la femme de sa vie. Il est nuit, tout promet les vents à la mer, et demain, nous serons encore plus éloignés de 10 lieues. Je ne penserai que plus souvent à Eugénie. Ah oui, parce que pour tout vous dire, il l'appelle de son second prénom Eugénie. C'est le nom qu'il a donné à Désirée, si je puis dire. Mais elle, dans l'âge et du sexe de l'inconstance, partagera-t-elle ma sollicitude, mes peines, mon amour? Eugénie est-elle tout entière à son amant? Attention, le terme amant est à prendre ici, évidemment, dans l'acception qu'on peut lui donner encore en cette fin de XVIIIe siècle, c'est-à-dire à celui qui l'aime, tout simplement. Dans la suite de la lettre, qui est nettement moins affriolante, disons-le, Napoléon conseille à Désirée de s'adonner à la musique, qui, dit-il, de tous les talents est celui qui tient le plus au sentiment. Oui, enfin quand même, disons les choses, la jeune fille espérait mieux. Elle espérait davantage, et dans la réponse qu'elle fait à Napoléon, elle parle de la plus sensible des femmes qui aime le plus froid des hommes, lui dit-elle. Et c'est vrai qu'il a manifesté dans ce premier
premier courrier, ce qui, aux yeux d'une amoureuse, pourrait passer pour de la froideur. « Il n'est pas un rêve que vous ne soyez de moitié, lui répond le futur empereur. Soyez donc bien sûr que la plus sensible des femmes aime le plus froid des hommes est une phrase inique de méchanceté et d'injustice que vous n'avez pas cru d'ailleurs en écrivant. Votre cœur la désavouerait lorsque votre main l'écrivait. » C'est un écrivain qui se paie ainsi de phrases. N'oubliez pas qu'à cette époque, Napoléon Bonaparte, certes, est un général qui va bientôt connaître une fulgurante ascension à la faveur de Vendémiaire, mais qu'il est surtout un romancier, j'allais dire raté, un romancier interrompu dans son élan et qui se prenait lui-même à l'époque pour un homme de lettres. Alors Napoléon va revoir Désirée et cette fois vraiment, il a l'air beaucoup plus amoureux. « Je n'ai pas cessé de t'avoir présente à ma mémoire », lui écrit-il. « Ton portrait est gravé dans mon cœur. Je n'ai jamais douté de ton amour, ma tendre Eugénie. Pourquoi te vient-il à l'esprit que je puisse jamais ne plus t'aimer ?» Du 16 avril au 8 mai 1795 exactement, Désirée et Napoléon sont ensemble à Marseille. Et là, on peut dire que c'est le grand amour avec des promenades sous la lune. On est déjà dans une atmosphère qui est pré-romantique, si je puis dire. D'ailleurs, dans la correspondance qu'ils vont continuer d'échanger, il est question à plusieurs reprises d'une soirée enchanteresse. On ne sait pas ce qui s'est passé pendant cette soirée, mais on peut l'imaginer. Quoi qu'il en soit, lorsque Bonaparte doit regagner Paris, évidemment, là, on est au moment des pleurs, des sanglots, d'une véritable séparation qui est une déchirure. Chaque instant me perce l'âme, écrit Désirée. Il m'éloigne du plus chéri des amis. Sa pensée me suit partout et me suivra jusqu'au tombeau. Oh mon ami, puissent tes serments être aussi sincères que les miens et puisses-tu m'aimer autant que je t'aime. Il y a 1 heure seulement que tu es parti. Elle paraît pour moi autant de siècles. Ah, alors elle sait exprimer ses sentiments, cet enflammé désiré. Et lorsque Napoléon, arrivé à Paris, lui répond, voilà ce qu'il lui dit. J'ai reçu tes 2 charmantes lettres. Elles ont rafraîchi mon âme et lui ont fait goûter un instant de bonheur. Triste illusion que ton éloignement et l'incertitude de l'avenir ont dissipé. Je sens cependant bien qu'avec l'amour de ma bonne amie, l'on ne peut être malheureux. Je l'en conjure, ne passe jamais un jour sans écrire, sans m'assurer que tu m'aimes toujours. Ah, il y a quand même, effectivement, dans le style légèrement empoulé, toujours contraint, quelque peu roide du jeune Bonaparte, quelque chose qui peut laisser penser à de la réserve. À mon avis, c'est seulement sa façon d'être, sa façon de s'exprimer et d'écrire. Il est beaucoup moins spontané, il est beaucoup moins naturel, évidemment, que Désirée. Désirée, qui entre-temps va être obligé de partir pour Gênes avec sa mère, et Bonaparte qui, lui, ne sait pas qu'elle est partie. Elle n'a juste eu le temps de lui faire un mot. Il va falloir des jours. Vous savez qu'à l'époque, le courrier est très lent à parvenir. Napoléon se languit. Plus de nouvelles de toi, mon adorable ami, écrit-il. Comment as-tu pu rester 11 jours sans m'écrire? Aurais-tu resté tout ce temps sans penser à moi? Hâte-toi de m'écrire et de soulager mon cœur des incertitudes où ton silence le laisse. Et comme décidément aucune réponse n'arrive, vous serait-il déjà indifférent de m'écrire et apprendrez-vous déjà de mes nouvelles sans intérêt? Lui écrit Napoléon, j'éloigne de moi l'idée qui empoisonnerait toute ma vie et froisserait mon cœur. Mais finalement, il reçoit des nouvelles. Il apprend que Désirée a dû partir avec sa mère, qu'elle est désormais à Gênes. Et à ce moment-là, il se croit complètement abandonné. Tu n'es plus en France, ma digne amie, lui écrit-il. Nous n'étions donc pas assez éloignés comme cela. Tu t'es résolu à mettre la mer entre nous. Je ne te le reproche pas. Je sais que ta position était trop délicate et ta dernière lettre m'a vivement affecté par la peinture touchante de tes peines. Tendre génie, tu es jeune, tes sentiments vont s'affaiblir d'abord, se décaleront et quelque temps après, tu te trouveras changé. Tel est l'empire du temps. Tel est l'effet funeste, infaillible de l'absence. Ça me fait rire, pardon, mais il est assez incroyable. Cet amoureux transi qui voit déjà la fin de son histoire alors qu'il n'y a qu'une simple disposition familiale du côté de Désirée. Mais il est comme ça. On n'est pas romancier seulement pour quelque temps. Lorsqu'on se considère comme romancier, on l'est pour la vie, que voulez-vous.
Nous venons de voir Napoléon imaginer déjà la fin de sa belle aventure avec Désiré Clary. La vérité, c'est peut-être qu'il la souhaite, cette fin, parce qu'avec Vendémiaire, sa carrière est en train de prendre un tout nouvel essor. Le voilà bientôt général de division, le voilà bientôt en chef de l'armée de l'intérieur, vous imaginez ça? Et il fréquente maintenant les salons parisiens, il est reçu chez Barras, il voit Madame Tallien, il rencontre une certaine Joséphine, et disons les choses, un amour va chasser l'autre. La question maintenant, c'est qu'il va falloir pour lui se débarrasser de la petite fiancée marseillaise. Il lui écrit sans aucune élégance que si elle n'obtient pas le consentement de sa mère et de son frère aîné, alors il sera préférable pour lui de rompre avec elle. Vous imaginez la violence de cette chose, et d'autant plus qu'à cette époque-là, ce sont les familles qui vous marient. Vous ne vous mariez pas vous-même, c'était à lui à faire la demande à la famille. Et évidemment, Bonaparte ne l'a pas faite, cette demande. « Par où commencerai-je » écrit-elle, « pour vous peindre l'affreuse situation dans laquelle votre lettre m'a plongé. Mais quelle était donc votre intention? Était-ce de m'accabler? Ah, vous n'avez que trop réussi, oui, cruel, vous m'avez réduite au désespoir. Ce mot, rompre toute liaison, me fait frémir. Je croyais avoir trouvé en vous un ami que j'aurais aimé pour la vie, pas du tout. Il faut que je cesse de vous aimer, car mon imagination ne trouve aucun expédient pour faire consentir à notre union. Jamais je ne pourrais me décider de parler à mes parents. Et voilà, il l'a piégé. Il est assez terrible, finalement, ce Napoléon Bonaparte, mais d'une certaine manière, je ne vous apprends rien. Et ce que va apprendre Désirée, elle, depuis sa maison de Marseille, ce qu'elle va apprendre, c'est qu'à Paris, le général Bonaparte vient, le 9 mars 1796, d'épouser la veuve Beauharnais. Voilà la vérité, c'est terrible. Vous êtes donc marié, lui écrit-elle dans la dernière lettre à son fiancé. Il n'est plus permis à la pauvre Eugénie, puisque c'est ainsi qu'il l'appelait, il n'est plus permis à la pauvre Eugénie de vous aimer, de penser à vous, et vous disiez que vous m'aimiez, et un retard de lettres vous brouille sans retour avec celle que vous nommez votre chère Eugénie, vous engage à vous marier avec une autre, vous, marié, je ne puis m'accoutumer à cette idée. En vérité, elle finira par s'y faire, Désirée. Elle épousera, vous savez, le fameux maréchal Bernadotte. Et lorsque Bernadotte, dans des circonstances qui seraient très longues à résumer ici, lorsque Bernadotte va être élue à la couronne de Suède, eh bien, elle devient dans un premier temps princesse de Suède, princesse royale, et bientôt reine de Suède et de Norvège. Ainsi donc, ceux qui s'étaient retrouvés il y a bien longtemps, sur le port de Marseille, il y avait là Joseph Bonaparte, futur roi d'Espagne. Bien sûr, Napoléon Bonaparte, je n'ai même pas besoin de vous dire qu'il était empereur des Français, roi d'Italie, etc. Et il y avait aussi, en la personne de Désirée, alors Julie, elle est devenue reine d'Espagne, et en la personne de Désirée, il y avait la future reine de Suède. Elle s'en remettra, Désirée, d'une certaine manière, mais si vous m'en croyez, jusqu'au bout, jusqu'à la mort, et elle est morte très tard et très âgée, jusqu'au bout, Désirée aura aimé son petit général Bonaparte. Franck Ferrand sur Radio Classique. L'épilogue de cette affaire, je le confierai au grand André Castelot, qui connaissait les amours de l'empereur comme personne, y compris de l'empereur dans son jeune âge. Il nous raconte ce qui s'est passé bien plus tard. On est en 1855. Je cite André Castelot. Elle avait alors 78 ans. Napoléon III fit appeler le maréchal Canrobert et le chargea d'aller négocier à Stockholm une alliance franco-suédoise. Mon cher maréchal, vous irez voir la reine-mère Désirée. À peine lui aurez-vous été présenté qu'elle vous parlera de son hôtel et de son jardin de la rue d'Anjou. Elle vous demandera si ses poiriers ont eu de beaux fruits cette année. Ne manquez pas avant de partir de vous faire chez le marchand de primeur Chevet une magnifique caisse de poires, et alors vous pourrez répondre à la reine que, prévenant sa question, vous aviez cru qu'il lui serait agréable d'avoir un échantillon des produits de son potager, et vous lui remettrez la caisse de Chevet dont elle sera enchantée. Terrible Napoléon III. Ainsi fut fait, nous dit Castelot, et quelques semaines plus tard, le maréchal de Canrobert fut introduit dans la chambre de Désirée. La reine était assise devant une psyché, a-t-il raconté. Elle se leva dès qu'elle me vit. Quand je l'eus saluée, elle se mit à s'agiter, à parler en gesticulant sans rester une minute en place. J'étais tout yeux et tout oreille.
L'empereur Napoléon, je l'ai vu naître, je l'ai vu tout enfant dans son berceau chez Hortense, disait. Évidemment, quand elle parle de l'empereur Napoléon, c'est de l'empereur Napoléon III, bien entendu. Là-dessus, poursuit Canrobert, la voilà partie sur son passé, sur Bernadotte, sur Paris, ses amis, son fiancé, évidemment, nous y voilà. Mon hôtel, mon jardin. Savez-vous, général, si cette année mes poiriers ont donné de beaux fruits? Oh, les poires de votre majesté n'ont jamais été aussi belles, répond Canrobert. Et le maréchal offrit alors à Désiré la caisse de chevet. L'émotion passée, la reine reprit ses questions. Le roi, le grand couturier de la rue de Richelieu, du temps du Premier Empire, existe-t-il toujours? J'y ai acheté de si jolies robes fourrées avec des brandebourgs d'argent. Ah, j'aimais surtout le blanc pour mes robes. Celles de grande cérémonie étaient de moire blanche, de tulle brodée d'or. J'adorais les chiffons, le flou, la mousseline, les dentelles. J'adorais tout cela. Combien je ne regrette de ne plus être en France. Ah, le soleil de Marseille. Et voilà les derniers mots, d'une certaine manière, de notre reine de Suède. Le soleil de Marseille. Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Paris n'est pas aidé ces jours-ci et qu'en venant de chez moi tout à l'heure pour gagner à pied la radio, je suis passé devant tous ces magasins qui sont réduits derrière leur protection de bois blanc, à se muer en autant de bastions et de camps retranchés. J'ai eu un pincement au cœur, je vous l'avoue, au souvenir encore tout frais des belles décorations de Noël. Cette grande et superbe ville avec son arc de triomphe récemment profané, son église de la Madeleine, sa rue de Rivoli, sa façade du Palais Bourbon, son opéra, ses grands axes, son étoile, ses boulevards, et puis son grand Louvre, et puis ses bois de Boulogne et de Vincennes, cette cité majeure, hélas un peu tuée depuis quelques années par des embouteillages non moins majeurs, doit beaucoup aux deux empereurs des Français, Napoléon Ier et Napoléon III. C'est ce que nous rappelle en cette fin d'année, année fort peu impériale, je vous le concède, un livre passionnant de Dimitri Casali qui s'intitule Paris-Napoléon, Napoléon avec un S entre parenthèses, Paris-Napoléon sous-titré Guide du Paris des deux empereurs, avec une préface imprimatur de Jean Tullard nécessairement. Le livre est paru chez Télémaque. Alors, cet ouvrage fait la part belle au premier des deux empereurs. Et l'auteur rappelle qu'au-delà des grandes perspectives et des monuments grandioses, le système de numérotation des rues, l'organisation des quais, les canaux, les édifices utilitaires, l'administration même de la capitale doivent énormément à Napoléon Ier. Permettez-moi aujourd'hui de m'appesantir plutôt sur le legs à Paris de l'autre empire, le second, celui de Napoléon III. Un mot quand même de l'ambition pour Paris du grand empereur qui, depuis Sainte-Hélène, nous confie dans le mémorial de Lascaz qu'il voulait fonder une ville, je cite, une ville de 2, 3, 4 millions d'habitants. Quelque chose de fabuleux, de colossal, d'inconnu jusqu'à nos jours, disait Napoléon. Si le ciel m'avait donné seulement 20 ans, on aurait vainement cherché l'ancien Paris. On a envie de dire, à quoi avons-nous échappé? Eh bien, 20 ans, c'est à peu près ce dont disposera le neveu pour réaliser le rêve de l'oncle. Alors c'est vrai qu'après le départ de Napoléon, Paris est retombé dans une certaine torpeur sous les règnes de Louis XVIII, de Charles X. Sous Louis-Philippe, il y a 1 million d'habitants, ce qui quand même veut dire que la population a doublé depuis Napoléon. Paris va devenir le centre du réseau ferroviaire français à la grande époque des chemins de fer, avec une importante croissance démographique qui va justifier la naissance d'une banlieue, avec tout le système des loyers parisiens, avec aussi beaucoup d'entassements et d'encombrements. N'oubliez pas que si Paris était beaucoup plus petit qu'aujourd'hui, il était en revanche beaucoup plus peuplé proportionnellement, avec bien sûr des révolutions dont l'écho actuellement résonne à nos oreilles, celle de 1830, de 1848. Napoléon III a retenu la leçon. Il veut une capitale sûre, saine, une capitale prestigieuse qui doit être, c'est son ambition, la plus belle ville du monde. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est en 1853 qu'un décret nomme un bon serviteur qui a fait sa carrière dans la préfectorale, le nomme préfet de la Seine. Le bon serviteur en question est un protestant alsacien d'origine allemande
qui est baron, qui a participé d'une certaine manière en tant que préfet de la Gironde au grand coup d'État de 1851, qui donc a donné un coup de pouce au prince président pour devenir l'empereur Napoléon III. Imaginez un grand homme très énergique, un homme incroyablement habile, qui ne manque pas d'ailleurs d'une dose de cynisme comme la plupart des grands gouvernants. L'air impudent d'un laquais de bonne maison, dira Émile Ollivier, qui ne l'aimait pas, comme vous pouvez le comprendre. C'est d'abord un fidèle Haussmann. Et je dirais même que c'est un fidèle interprète de la pensée de son empereur. Il y a une anecdote qui nous le dit, ça. Un jour où Haussmann, on est donc dès 1853, il vient à Saint-Cloud, où réside l'empereur Napoléon III, pour lui présenter le plan des voies nouvelles qui doivent traverser Paris, ces différentes voies qu'il se propose de faire exécuter, comme dit la légende du plan. Napoléon III regarde tout ça et explique qu'en vérité, il faut aller beaucoup plus loin. Et il montre son propre plan à Haussmann. Napoléon III a tracé lui-même des grandes avenues, des grandes artères, etc. Autant dire que le Paris d'Haussmann est d'abord et avant tout le Paris de Napoléon III. Un Napoléon III qui n'est pas plus parisien que ne l'était Haussmann lui-même. Je vous ai dit qu'Haussmann était d'origine alsacienne, qui avait fait toute sa carrière en province. Eh bien, Napoléon III lui-même a toujours vécu en exil jusqu'en 1848. Il arrive donc en France et à Paris à l'âge de 40 ans. Donc, si vous voulez, vous avez un provincial et un exilé qui vont s'intéresser à cette capitale qu'ils n'ont jusqu'alors que très peu fréquentée. Or, à quoi ressemble le Paris de 1853 ? C'est une ville, je vous l'ai dit, beaucoup plus peuplée proportionnellement qu'elle ne l'est aujourd'hui, une ville extrêmement bruyante. Il faut imaginer le grondement que font les sabots des chevaux qui circulent partout, des chevaux qui sont à Paris par dizaines de milliers, d'où une atmosphère empuantée de crottin. Vous savez qu'à Paris, le vent souffle généralement de l'ouest vers l'est, c'est-à-dire que les quartiers les plus orientaux de la capitale reçoivent littéralement ces relents méphitiques qui viennent de l'ensemble de la ville. Une ville également très sombre dès que la nuit s'y propage, car l'éclairage y est encore minimal. Une ville qui est à l'étroit dans sa barrière. Il ne faut pas oublier qu'en 1841, Adolphe Thiers, qui était Premier ministre à l'époque de Louis-Philippe, a lancé toute cette campagne de fortification qui englobe non seulement Paris, mais les 11 villages qui l'entourent, et donc la destination, si je puis dire, de Paris, son destin naturel. Ce qui saute aux yeux, c'est que la ville va s'étendre jusqu'à cette barrière des fortifs. Napoléon III conserve constamment à l'esprit l'exemple de cette capitale londonienne où il a beaucoup vécu, avec ses parcs, avec ses avenues, avec ses squares. Le projet qui est en route est donc conçu par des gens qui ne sont pas parisiens, sur un modèle étranger et avec une main-d'œuvre qui va être très largement provinciale. Autant dire que le grand chantier parisien du baron Haussmann, qui est en vérité, vous l'aurez compris, le grand chantier parisien de Napoléon III, est en quelque sorte une tour de Babel. Jusqu'alors, tous les souverains qui avaient tenté d'embellir Paris, et tous l'avaient fait, rappelez-vous les grandes places lancées sous le règne d'Henri IV et sous celui de Louis XIII, les boulevards de Louis XIV, les grandes églises, les grandes places de Louis XV, etc. Et puis bien sûr, donc Napoléon Ier, à chaque fois c'était un travail empirique. On avait procédé de manière expérimentale quasiment, en prenant un petit coin par ici, par là. Pour la première fois, sous Napoléon III, c'est un grand projet utopique qui est en passe de se réaliser. Napoléon III veut une transformation générale et d'ensemble. Alors on fait un premier essai dans le quartier du Louvre. Entre le Louvre et les Tuileries, il y avait tout cet amoncellement qui va donner naissance à la place du Carrousel. On détruit, on développe, on agrandit. Ce fut une grande satisfaction pour moi que de raser tout cela pour mes débuts à Paris, dira le baron Haussmann, qui décidément aime la démolition. Ce sera bientôt la réputation qui lui collera à la peau. Ensuite, il s'agit de relier la rue de Rivoli au faubourg Saint-Antoine pour créer une sorte de grande trouée est-ouest dans Paris. Et puis,
perpendiculairement, on va créer 2 grandes trouées nord-sud en reliant la rue Saint-Jacques à la rue Saint-Martin aux rues Saint-Martin et Saint-Denis et le boulevard Saint-Michel au boulevard du Palais et boulevard Sébastopol. Ce qui fait qu'on quadrille, si vous voulez, la capitale, qu'on la répartit en grands secteurs entre lesquels on va pouvoir maintenant travailler en détruisant tous les monuments, tous les immeubles insalubres, les petites maisons, les jardinets pas très utiles, etc. En tout cas, aux yeux de ceux qui sont à la manœuvre, vont être sacrifiés. On conserve seulement les grands monuments, mais des monuments qui forcément vont perdre peu à peu leur environnement, vont se retrouver un petit peu hors sol et vont se retrouver, ces monuments, comme extraits, si vous voulez, de leur milieu natif et de leur environnement. Avec le meilleur exemple, c'est l'île de la Cité avec Notre-Dame. Vous avez ce parvis démesuré, cet hôtel-Dieu qui, sans doute, l'aveu de tous les architectes, est un peu une erreur, et puis ce tribunal de commerce, cette caserne de la Cité, etc., qui sont des symboles politiques et qui, d'une certaine manière, reflètent la dimension militaire et commerçante du Second Empire. En tout cas, cette île a été complètement ravagée, la cité tellement fondamentale dans l'histoire parisienne, d'où les premières protestations, d'où la haine d'un certain nombre d'amoureux du vieux Paris envers ce baron Haussmann qui détruit tout. J'allais dire avec ses bulldozers, à l'époque il n'a pas tout à fait des bulldozers, mais le résultat est le même. Si vous voyez par exemple la trouée du boulevard Saint-Germain qui bouleverse complètement l'ancien faubourg, celle du boulevard Saint-Michel qui va traverser de part en part le quartier latin, tout ça bouleverse un certain monde. La dualité parisienne, depuis le Moyen-Âge, elle s'effectuait autour de la Seine. Vous aviez au nord la ville active, au sud ce qu'on appelait l'université, qui était un peu la ville pensante, si vous voulez. Eh bien, à cette dichotomie nord-sud, on va bientôt substituer une dichotomie est-ouest, avec d'un côté à l'ouest les quartiers résidentiels et plus à l'est les quartiers ouvriers. On va se mettre à séparer de plus en plus les riches des pauvres sur la carte, même si la vraie séparation de l'époque n'existe encore que à la verticale, si je puis dire. Il suffit de regarder une grande façade haussmannienne, vous verrez qu'il y a un rez-de-chaussée commerçant avec généralement un entresol pour loger le commerçant et sa famille, un grand étage noble pour l'aristocratie, 2 beaux étages pour la bourgeoisie, et puis là-haut, si je puis dire, dans les combles, bien tout ce qui reste dans la société. N'oubliez pas qu'il n'y a pas d'ascenseur à l'époque, et que donc plus vous montez dans l'immeuble, évidemment, plus vous trouverez des gens aux revenus modestes. En vérité, on aménage partout. L'Est ouvrier, notamment, est percé de grandes places. La place du Château d'Eau, qui va devenir la République. La barrière du Trône, qui va devenir la place de la Nation, qu'on va relier par le boulevard du Prince Eugène, qui sera plus tard le boulevard Voltaire. Tout ça s'arrête au niveau du Marais, si vous voulez. Et puis, on crée littéralement un Ouest parisien dans tout l'éclat de la prospérité d'un régime qui se veut plein d'allants. C'est la plaine Monceau avec l'avenue Hoche et l'avenue de Friedland, le boulevard Haussmann qui sera terminé beaucoup plus tard, le boulevard Malesherbes, etc. Et puis cette étoile qu'on va prolonger, définir, l'immense avenue de l'Impératrice. Je dis immense, sur les plans, il était prévu qu'elle fasse 40 mètres de large, ce qui déjà était beaucoup. Les Champs-Élysées font 70 mètres de large. Eh bien, lorsque Haussmann voit les plans, il dit « Mais qu'est-ce que vous m'avez fait 40 mètres ? C'est 120 mètres qu'il me faut !» Et finalement, c'est vrai que cette avenue de l'Impératrice, qui aujourd'hui s'appelle l'avenue Foch, qui entre les deux était devenue l'avenue du Bois, puisqu'elle conduit au Bois de Boulogne, cette avenue fera 125 mètres de large. Grande avenue centrale également, que nous appelons l'avenue de l'Opéra, qui à l'époque était l'avenue Napoléon, entre le Palais Royal et l'Opéra. Elle fait 30 mètres de large. Elle est un peu, en quelque sorte, le cœur de cette nouvelle cité haussmannienne. Une nouvelle cité qui fait quand même peu de cas du grand héritage historique, parce qu'au passage, on évente, par exemple, la butte Saint-Roch, avec toutes ces belles maisons du XVIIe et du XVIIIe siècle. Les travaux colossaux vont marquer le Second Empire et vont considérablement gêner la vie des Parisiens sous Napoléon III. On avait coutume de dire au début du 19e siècle que Paris était le paradis des femmes. On faisait allusion sans doute aux boutiques et au commerce, j'imagine. Le paradis des femmes, le purgatoire des hommes et l'enfer des chevaux. Il faut imaginer cette ville encombrée de chevaux. Il y en avait partout, avec l'odeur et le bruit très particulier, très caractéristique, qui faisait, j'allais dire, l'identité même des grandes villes à l'époque. Alors, les encombrements sont très importants aussi. Il y a, dans les grands travaux de Napoléon III,
avec Haussmann à la manœuvre, il y a des réussites et des échecs. Parmi les échecs, le fait d'avoir laissé les halles comme ça en plein milieu, ces halles qui dataient de Louis VI le Gros, qui remontaient au XIIe siècle. À l'époque, elles étaient complètement excentrées, mais petit à petit, Paris avait grandi et elles se retrouvaient maintenant au cœur de la ville. Et on peut dire qu'ici, pour une fois, dans l'ensemble des travaux menés par Haussmann, la routine aura bien tenu lieu de tradition. Problème également avec certaines gares. Si l'on accepte le cas de la gare de l'Est, ou bien desservie par les boulevards de Sébastopol et de Strasbourg, vous avez des gares qui sont un peu mal situées, mal placées, mal desservies, avec, si vous voulez, par exemple, la rue de Rennes qui n'aboutit à rien. Et puis, bien sûr, des succès de tout le grand réseau des égouts, par exemple, grâce à la dérivation de petites rivières comme la Vanne, la Dhuys, le succès des espaces verts. Il faut ici rendre hommage à un certain monsieur Alphand, n'est-ce pas, qui a beaucoup fait, non seulement au bois de Boulogne et au bois de Vincennes, mais au but de Chaumont, par exemple, qu'il a créé littéralement. Plus tard, ce sera le parc Montsouris. Attention, ne croyez pas que le parc Monceau, avec ses 11 hectares, et que le jardin du Luxembourg, avec ses 4 hectares, soit du Second Empire. Ils existaient déjà bien avant. Problème aussi de la banlieue avec laquelle on communique relativement mal depuis Paris. Vous savez vous ne savez peut-être pas, mais sachez en tout cas qu'en janvier 1860, on va rattacher à Paris tous les villages qui se trouvaient autour, donc à l'intérieur des fameuses fortifications. C'est le moment où la ville prend la structure, prend la conformation qu'on lui connaît aujourd'hui, 3800 hectares, 350 000 habitants de plus d'un seul coup, c'est le Paris, j'allais dire éternel, puisque à partir du moment où, autour des fortifications, on va créer le fameux boulevard périphérique, ça ce sera beaucoup plus tard, on aura l'impression que Paris a une forme définitive. C'est peut-être un problème d'ailleurs, une forme qui ressemble à un cerveau d'ailleurs. Après Haussmann, on continuera tous les travaux, bien sûr. Ce qu'on appelle les immeubles haussmanniens, généralement, ne sont pas véritablement l'œuvre d'Haussmann. Dites-vous que le boulevard Raspail, par exemple, n'est achevé qu'en 1907. Et le boulevard Haussmann, qui porte le nom même du baron, ne sera achevé qu'en 1925. Franck Ferrand sur Radio Classique. Nous sommes les héritiers de cette ville de Napoléon III qu'il faut voir dans l'idéal. Il faut voir ça depuis une voiture un peu haute avec le toit ouvrant, ou même, le mieux, c'est de monter sur la plateforme d'un de ces petits bus touristiques qui font visiter Paris, car Paris a été conçu par Haussmann pour cela. C'est une ville qui doit être vue depuis un landau, depuis une calèche, et vous voyez là défiler autour de vous le rideau extraordinaire de ces grandes façades haussmanniennes qui font la célébrité maintenant de cette utopie réalisée aux 2 tiers, on va dire à peu près, un rêve d'architecte qui justifie peut-être l'hommage de tous ceux qui, dans la suite, vont dire que Napoléon III a fait là une œuvre grandiose. Je pense à Le Corbusier, tout simplement, qui disait que Paris était tellement réussi qu'il aurait fallu ériger à Haussmann un monument de reconnaissance. D'autres vont surtout souligner le fait que le baron, bras armé, si l'on peut dire, cheville ouvrière de l'empereur, a surtout sabré, abattu, troué, supprimé le vieux Paris, un artiste démolisseur, comme on l'appelait, c'est lui-même d'ailleurs qui revendiquait cette appellation. Des gens comme Laprade, par exemple, tous les amoureux du vieux Paris, je me rappelle Michel Fleury, par exemple, déploraient le résultat des travaux d'Haussmann. Les grands chantiers de Napoléon III n'en auront pas moins préparé la ville lumière de 1900, cette métropole unifiée et qui allait redevenir pour un temps capitale du monde occidental. Monsieur Jules Ferry aura beau écrire les contes fantastiques d'Haussmann, joli jeu de mots, en fait, on rendra surtout grâce au baron du travail colossal qu'il a pu faire. L'inspirateur de tout cela, c'est Napoléon III. On peut dire que Napoléon III mérite notre gratitude d'une certaine manière, et c'est ce que demande Dimitri Kazili dans son livre. Il dit, mais pourquoi, avec tant et tant de travaux menés par Napoléon Ier et par Napoléon III, pourquoi est-ce qu'aucune artère digne de ce nom ne porte le nom des empereurs? La réponse est dans la question, si je puis dire. Nous sommes depuis 1870, cher Dimitri, dans des régimes républicains. Franck Ferrand sur Radio Classique. Parmi les nostalgiques du vieux Paris, parmi les défenseurs de ce Paris médiéval et Renaissance
tellement mise à mal par les travaux d'Haussmann, enfin dit d'Haussmann, figurait le grand Ivan Christ. J'aimais beaucoup Ivan Christ, c'était un esthète. Et voilà ce qu'il nous disait: le Paris haussmannien et le Paris de la réalité, c'est une utopie réalisée. Le drame est précisément qu'après tous les séculaires échecs des utopistes les plus intempérants, ce soit l'utopiste le moins inspiré qui l'est à la fin des fins, emporté de hautes luttes. Le trompe-l'œil haussmannien reste le symbole d'une ère florissante où pour un temps très bref Paris reconquit son titre de capitale de l'Europe, disait-il, à l'auteur d'une réussite matérielle aussi flatteuse que celle-là. Nous devons ce lustre de confection qui, dans les ci-devant beaux quartiers de la ville, commence à nous toucher à l'heure même où l'on s'apprête à l'effacer au nom d'un systémisme renouvelé de celui de son créateur. Artiste démolisseur, Haussmann a réussi à accomplir du même coup la plus formidable de toutes les opérations de vandalisme de l'histoire de la capitale. Voilà, le mot est prononcé. Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Pas beaucoup de soleil au-dessus de Paris ce 27 mars 1802, de gros nuages, mais enfin tout de même, il y a quelque chose de printanier dans l'air de la capitale. En ce samedi matin, beaucoup de curieux se sont entassés, se sont amassés aux alentours des Tuileries pour voir arriver des grosses berlines diplomatiques qui entrent dans la cour du palais. Il n'y a pas encore d'arc du Carrousel à l'époque, ça viendra un petit peu plus tard. Ces berlines diplomatiques sont là parce que le premier consul reçoit aujourd'hui en audience. C'est la première fois que Bonaparte reçoit les diplomates, non pas en uniforme de général, mais en habit civil, et pour cause, incroyable mais vrai, depuis la veille, la France est en paix. On a envie de dire, enfin, après toutes ces guerres révolutionnaires, elle a signé le traité d'Amiens avec l'Angleterre, l'Espagne et la République batave, autant dire la Hollande. Ce traité, signé le 26 mars 1802, met fin à une grosse décennie de conflits qui, donc, avait commencé avec la Révolution, bien entendu. On s'était battu en France contre toutes les puissances européennes et dans un élan assez inouï, il faut l'avouer, dans un élan de conquête, la République française avait réussi à faire plier toutes les puissances une à une. Seule à motiver les combats dans son île, la Grande-Bretagne tenait tête. Le traité d'Amiens marque donc la fin d'une ère, le début d'une paix qu'on veut durable, on appelle ça la paix d'Amiens. C'est l'occasion d'une grande célébration à Paris, des salves de canons, Te Deum à Notre-Dame, fêtes publiques un peu partout et réjouissances dans les villes et les villages de France. C'est une période de paix à laquelle on est heureux de se préparer. C'est la raison pour laquelle donc Bonaparte se trouve en tenue civile, bas blanc, boucle aux souliers, n'est-ce pas? Il reçoit le corps diplomatique. Alors, faut dire malgré tout que cette année 1802 est l'occasion de quelques frictions entre le tout nouveau régime français, républicain, sous la houlette donc de ce premier consul, et la monarchie britannique. C'est vrai que Bonaparte renforce son pouvoir en devenant consul à vie 2 mois plus tard et il va faire adopter le Concordat en y ajoutant des articles organiques que le pape Pie VII ne veut absolument pas accepter, bien sûr. Mais si Bonaparte renforce son pouvoir, il a en face de lui cette Angleterre qui tient tête. Ce que Napoléon Bonaparte reproche aux Anglais, c'est de ne pas respecter certaines des clauses du traité, la plus importante étant l'évacuation de l'île de Malte. Oui, les Anglais devaient évacuer Malte dans les 2 mois, sauf que 5 mois plus tard, l'Union Jack continue de flotter sur la Valette. Et Napoléon Bonaparte est assez peu satisfait des honneurs qui sont rendus aux Bourbons. Vous savez que la famille royale de France est en exil. Pour une grande partie d'entre elles, elle se trouve donc outre-Manche. Et on associe certains princes aux cérémonies officielles britanniques. La couronne britannique leur fait trop de sourire aux yeux du premier consul. Ces nombreux agents à Londres vont envoyer des rapports, ce qui fait de Bonaparte quelqu'un de très renseigné, évidemment. Et dans le vocabulaire consulaire, le mot « paix » ne va pas tarder à faire place à un autre mot nettement moins enthousiasmant, qui est celui de « trêve ». Et on voit aussi
la notoriété d'une femme ressurgir. Elle était jusque-là trop associée à l'Ancien Régime, seulement le nouveau contexte politico-diplomatique la remet en odeur de sainteté. Vous avez compris de qui je parle, de Jeanne d'Arc, bien entendu. On se remet à commander partout des statues de Jeanne d'Arc. Et l'ambassadeur britannique en prend pour son grade. Il s'appelle Lord Wentworth. Il est vraiment mal vu au moment dans les audiences diplomatiques qu'il se fait littéralement tancer, et le sommet de la crise arrive dans les premiers mois de 1803, en février-mars, à plusieurs reprises. Le consul à vie, donc Bonaparte, entre dans une colère noire devant tous les ambassadeurs et il va pendant 2 heures se permettre en public de sermonner le diplomate anglais, ce qui embarrasse tout le monde. Hein. On imagine la tête des autres ambassadeurs. « Vous voulez la guerre ?» dit Bonaparte. « Nous nous sommes battus pendant 15 ans, c'en est déjà trop. »« Mais vous voulez la guerre 15 années encore, vous m'y forcez !» Et il se tourne vers l'ambassadeur d'Espagne et vers l'ambassadeur de Russie. « Les Anglais veulent la guerre, mais ils sont les premiers à tirer l'épée. Je serai le dernier à la remettre. Ils ne respectent pas les traités. Il faut dorénavant couvrir les traités de crêpe noire. » Que voulez-vous que réponde l'ambassadeur anglais ? La scène va se reproduire à plusieurs reprises. Il sait maintenant que lorsqu'il va aux Tuileries, l'anglais, c'est pour en prendre pour son grade. Un jour, en rentrant à son ambassade, il écrit carrément à son ministre, donc au chancelier, au ministre des Affaires étrangères britannique, pardon. « J'ai cru plutôt entendre un capitaine de dragon que le chef d'un des plus puissants États de l'Europe. » Ça vous donne une idée quand même de la tenue de Bonaparte au cours de ces fameuses audiences. Bref. Au début du mois de mai 1803, l'ambassadeur d'Angleterre prépare son passeport. Il sait qu'il va devoir quitter le pays. Et le 20 mai, ça y est, c'est la rupture du traité d'Amiens. C'est annoncé officiellement devant les chambres. Le but, qui est à peine dissimulé de Bonaparte, c'est de conquérir Londres militairement pour forcer les Anglais à faire la paix. Il va dire à un diplomate prussien, d'ailleurs, il va déclarer, le premier consul, « Je vais hasarder l'entreprise la plus difficile, mais la plus féconde en résultats effrayants que la politique ait jamais conçue. En 3 jours, un temps brumeux et des circonstances un peu favorisantes peuvent me rendre maître de Londres, du Parlement et de la banque. » N'oubliez pas ce dernier mot, il est très important dans les ambitions du consul à vie. Voici ce que nous dit Michel Battesti, l'historienne Michel Battesti. Bonaparte dispose pour alimenter sa réflexion d'un très volumineux corpus de projets de descente. Les stratèges ont été nombreux à proposer de résoudre le conflit franco-anglais d'un seul coup en attaquant le sanctuaire de la puissance maritime. Les archives des ministères de la Marine et de la Guerre regorgent de leurs projets. Chaque crise franco-anglaise suscite un flot de plans plus ou moins élaborés ayant pour point commun de promettre une véritable panacée pour terrasser la perfide Albion. Et c'est vrai qu'il y a eu énormément de projets. Hein. Il faut revenir notamment au plan de Breuil, vous savez, au XVIIIe siècle, à l'époque de Louis XV. Juste après le traité de Paris, Louis XV était convaincu qu'il allait lui-même envahir l'Angleterre. Et des projets comme ça, il y en a eu un certain nombre. C'est en s'inspirant d'ailleurs de ce plan qui date de l'Ancien Régime que Bonaparte, alors je l'appelle encore Bonaparte pour quelques semaines, mais vous avez bien compris que bientôt il va devenir l'empereur Napoléon Ier, il a bien l'intention de mettre ce rêve, qui était un rêve très ancien des Français, à exécution. En juin 1803, c'est-à-dire quelques mois après la rupture du traité d'Amiens, Napoléon part pour une tournée dans le nord de la France. Il se rend à Amiens, à Abbeville, on se rapproche des côtes, et puis à Étaples, et puis à Boulogne-sur-Mer. Les éditions Perrin viennent de faire paraître le dernier ouvrage de Charles-Éloi Vial qui s'appelle « Les lieux de Napoléon ». C'est très intéressant parce que ce qu'a fait Charles-Éloi Vial, c'est d'évoquer toute l'histoire napoléonienne à partir des lieux où a vécu le consul devenu empereur. Et il parle de la façon qu'il a eu de les habiter. Voici ce qu'il dit, Charles-Éloi Vial, à propos de Boulogne-sur-Mer. Le 30 juin et le 1er juillet 1803, il visita le port, se souvenant sans doute de César qui y avait préparé sa propre invasion. Le premier consul poursuivit ensuite son voyage vers Dunkerque, Lille, Ostende, Bruges, Gand, Anvers, Bruxelles, Liège, Namur, Mézières, Sedan et Reims.
avant de revenir à Saint-Cloud dans la soirée du 11 août. Le 28, il expédia à Berthier de longues instructions relatives à plusieurs camps militaires, dont celui de Boulogne. Plus exactement, 2 camps devaient être installés de chaque côté de la ville. Celui de droite, établi au lieu-dit de la Tour d'Ordre, à l'emplacement d'un ancien phare romain sur un plateau offrant par temps clair une vue imprenable sur les côtes anglaises, devait accueillir plusieurs baraques en bois avec toits en tuiles peintes à l'usage du premier consul et de sa suite, en plus des dizaines de tentes et d'abris en planches couverts de chaume destinés aux simples soldats. C'est un petit peu une ville provisoire qui est en train de s'installer de part et d'autre de Boulogne-sur-Mer pour lorgner du côté de l'Angleterre. C'est ce qu'on va appeler le camp de Boulogne. Et Napoléon se dit que si Jules César a réussi quelque chose, eh bien, lui doit pouvoir en faire autant. On dispose pas mal de batteries entre Calais et Boulogne. On construit des navires également. 20 000 ouvriers ont été sommés de construire 2000 navires qui auront pour rôle principal de transporter les troupes, évidemment, sur les côtes anglaises. Ça coûte très très cher tout ça, 50 millions de francs de l'époque, des sommes absolument vertigineuses. Dès la fin de l'été 1803, ce ne sont pas moins de 50 000 soldats qui stationnent à Boulogne sous les ordres de Soult, 30 000 à Ostende sous les ordres de Davout et 30 000 à Étaples sous le commandement de Ney. On compte donc près de 110 000 soldats face à l'Angleterre. Alors maintenant, il faut une marine, et ça, Napoléon Bonaparte le sait. S'il est bien tout à fait le maître des terres, il est supérieur sur terre, ça c'est incontestable. Sur mer, c'est plus difficile, évidemment. La marine anglaise domine par l'expérience et l'avantage psychologique qu'elle possède sur la royale. Voici le plan de Napoléon, qui entre-temps donc est en train de devenir empereur là dans les premiers mois de 1804. L'amiral Villeneuve, à la tête d'une flotte puissante, doit quitter Toulon, doit récupérer une partie de la flotte espagnole et se diriger plein ouest vers les Antilles. Son but, c'est d'aller créer là-bas une sorte d'abcès de fixation, attirer la puissante flotte de l'amiral Nelson du côté des côtes américaines. Et puis, une fois que Nelson se trouvera dans les Antilles, Villeneuve est censé tromper sa vigilance pour rentrer au plus vite en Europe, parvenir dans la Manche et défendre le débarquement des troupes françaises sur les côtes britanniques. Bon, ça paraît assez simple, ça, sur le papier. D'ailleurs, ça ressemble exactement aux stratégies qu'emploie Napoléon lorsqu'il est sur un champ de bataille terrestre. Et tout ça est prévu pour l'année 1805. 1804, donc, Napoléon se rend un certain nombre de fois à Boulogne. Il va vivre pendant plusieurs semaines dans ces baraques qui ont été construites pour lui, très bien décorées d'ailleurs. Ce sont de petits palais en bois, si vous voulez. Napoléon inspecte les troupes. Il se trouve qu'il y a là maintenant près de 200 000 hommes. Il inspecte la marine, il observe à la longue vue les navires anglais, il dit être constamment mouillé et heureux de renouer avec la carrière militaire qui lui manquait depuis de longs mois. Ben oui, finalement, vous savez, depuis 1801, il n'avait rien fait de très militaire. Donc là, d'un seul coup, il reprend du service, ça lui plaît. Inutile de vous dire qu'en Angleterre, on se prépare aussi. On a construit des tours sur les côtes du Sussex et du Kent. D'ailleurs, vous pouvez encore aujourd'hui, si vous longez la côte anglaise, observer certaines de ces tours qui ont été faites pour préparer l'invasion, pour parer à l'invasion de Napoléon. Le Premier ministre, c'est William Pitt à l'époque, prend les menaces françaises très au sérieux. De très gros budgets sont mobilisés pour construire de toutes ces défenses. Un grand fort est construit à Douvres. Le gouvernement anglais planifie la réaction de son armée au cas du débarquement des Français. Si jamais c'était un succès pour le nouvel empereur, eh bien, il faudrait réagir. Et après tout, si Napoléon allait entrer dans Londres, si on le retrouvait à Westminster, vous imaginez, et s'il allait jusqu'à loger à Windsor. À l'été 1805, ça fait 2 ans que la paix d'Amiens a été rompue. Près de 150 000 hommes résident maintenant à Boulogne et sur les autres villes côtières. Et tout dépend maintenant des nouvelles de l'amiral Villeneuve, évidemment. La mission de ce pauvre Villeneuve, je dis déjà ce pauvre Villeneuve, à l'époque on ne sait pas dans quelle situation il va se mettre. Sa mission a été plus difficile que prévu. Au moment où il quitte les Antilles, on est en juin 1805, il rencontre
une flotte britannique au large du cap Finistère, qui après une courte bataille, cette flotte va l'obliger à prendre le cap du plein sud vers Cadix, alors qu'il devait se rendre à Brest, normalement Villeneuve. Il est trop prudent pour le plan ambitieux qu'on lui a confié, cet amiral Villeneuve. Il n'a pas l'audace qui est nécessaire pour mettre en œuvre les plans voulus par Napoléon. Il va rester, vous le savez, dans Cadix pendant des semaines entières, au cours desquelles le moral de ces marins est en train de chuter. Quand Napoléon apprend ça, il entre dans une de ses fameuses colères. Il est furieux, il juge cette conduite infâme, il traite l'amiral de lâche. Voici ce qu'écrit Charles-Éloi Vial. Napoléon revient à Boulogne avant le 3 août 1805 pour un dernier long séjour. Encore décidé à son arrivée à tenter l'invasion de l'Angleterre, il finit par y renoncer dans le courant de l'été, comprenant que ses stratégies maritimes étaient vouées à l'échec. L'Autriche et la Russie levaient des troupes contre lui grâce aux subsides de l'Angleterre, mais il parvient à les prendre de vitesse. Le 13 août, il dicta à Daru un projet de campagne d'une extraordinaire précision. Le 2 septembre, il repassa quelques jours par Paris, puis se dirigea vers l'Allemagne pour porter secours à la Bavière envahie par l'armée autrichienne. En quelques semaines, les troupes massées à Boulogne firent une pirouette pour se porter sur le Rhin, ouvrant une guerre continentale décidée quasiment au débotté, patiemment entraînée durant 2 ans sous la pluie, subissant une discipline de fer. Les garnisons des camps du nord-ouest de la France devaient par la suite former les principaux corps de la nouvelle Grande Armée. 15 mois d'exercice et de travaux suffirent pour former des hommes en état de supporter les plus violentes fatigues et une armée invincible qui, en une seule campagne, dicta des lois au reste de l'Europe. Bon, cette volte-face, c'est la plus célèbre de l'histoire. On attendait d'aller envahir l'Angleterre et finalement, on se rue vers le centre de l'Europe pour enchaîner les grandes victoires napoléoniennes. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors Villeneuve, pendant ce temps-là, vous me direz, eh bien, il a suivi les ordres de Napoléon qui exigeaient qu'il quittât Cadix. Donc il obéit, l'amiral français, et il va au large de Gibraltar le 21 octobre 1805. Vous connaissez la date, c'est la bataille navale de Trafalgar, bien entendu. Il va croiser Nelson. C'est le désastre pour les Français quand Napoléon apprend la défaite. On est à la toute fin du mois de novembre pour lui. Ses troupes ont déjà battu les Autrichiens à Ulm. Victoire d'ailleurs assez incroyable, puisqu'on a capturé la moitié de l'armée adverse. Napoléon se prépare maintenant à une autre bataille qui rassemble l'armée russe et tout ce qui reste de l'armée autrichienne près d'un petit village qui est celui d'Austerlitz. Ça, c'est le 2 décembre 1805 pour l'anniversaire du Sacre. Les victoires terrestres font un peu oublier Trafalgar et l'abandon définitif de cette campagne d'Angleterre. Napoléon ne dormira jamais à Windsor, quoique dans sa tête, il ne s'agisse pas encore d'un abandon complet. Il a bien l'intention de repartir de l'autre côté de la Manche. D'ailleurs, on le voit de nouveau à Boulogne en 1810 et en 1811, et lors de son dernier passage, il demande au ministre de la Guerre d'étudier la possibilité d'une nouvelle tentative d'invasion de l'Angleterre, sauf qu'après vient la campagne de Russie, et qui c'est plus du tout d'actualité, bien entendu. À la chute de l'Empire, les baraques personnelles de Napoléon sont rouillées, en mauvais état, à moitié effondrées. En 1815, quelques enfants s'amusent à l'intérieur. Ça fait des très belles cabanes pour jouer, vous imaginez, à l'endroit où Napoléon, quelques années plus tôt, recevait ses maréchaux, ses ministres, le préfet, l'évêque. Quelques années plus tard, les habitants enlèveront définitivement ce qui restait des cabanes d'enfants. Des baraquements de l'empereur.